une belle performance. Et puis j'accueille tout de suite pour sa carte blanche, avant la pause de midi, Benoît Biteau, député de Charente-Maritime, paysan, agronome. Et donc, à toi de jouer. Et ancien député européen, évidemment. À la table, autrement. C'est pas très grave. Là, vous m'entendez? Ben voilà, on va y arriver. D'abord, merci aux sénateurs de nous inviter. Merci aussi de cette initiative de vouloir parler d'agriculture biologique. Je pense que c'est dans le moment qu'on traverse un sujet particulièrement central. Alors effectivement, je suis présenté paysan, et c'est fondamental, c'est-à-dire que je ne suis pas un exploitant agricole. J'ai cessé d'exploiter la terre, les hommes, les animaux. Je trouve que ce verbe exploiter, quand on parle de la terre, est complètement décalé. Et puis, je fais de la politique, donc je vais en faire tout de suite. J'ai pas grand-chose à voir avec ceux qui s'appellent Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Et donc, c'est aussi un moyen de me démarquer et de montrer que mon logiciel politique et mon logiciel de paysan n'est pas le même que le leur. Et donc, je tiens à cette appellation. Et puis, ensuite, présenté comme agronome. Et je tiens aussi à cette appellation parce que quand on parle d'agriculture biologique, je considère que ça n'est pas seulement satisfaire le cahier des charges de l'agriculture biologique qui parfois est l'attirance de certains, le tropisme de certains, de dire je vais devenir bio et je vais me contenter de satisfaire le cahier des charges. En vérité, moi je préfère parler d'agronomie, parce que le parcours qui doit conduire à la conversion à l'agriculture biologique, à la certification à l'agriculture biologique, c'est d'abord un parcours agronomique qui fait qu'on comprend les mécanismes de fonctionnement de l'agronomie, et parce qu'on les a compris, parce qu'on les met en application, la conséquence, et je dis bien la conséquence, c'est la conversion et la certification à l'agriculture biologique. Et donc, c'est d'abord un parcours agronomique qui revisite la façon de produire de la denrée alimentaire. Une fois que je vous ai dit ça, je ne peux pas m'exonérer de l'actualité et de l'actualité de cette semaine, puisque probablement cette semaine va être votée la loi d'orientation agricole avec un premier travail à l'Assemblée nationale dans la mandature d'avant, le Sénat qui la réexamine avec des amendements qui sont juste dramatiques, et la commission mixte paritaire qui devra avoir lieu mercredi, à laquelle j'espère pouvoir occuper un siège de suppléant, mais qui va sûrement conclure à la validation du projet tel qu'il sort du Sénat, et donc une validation de cette loi d'orientation agricole. Alors on va tout faire pour l'empêcher telle qu'elle est, mais avant l'ouverture du Salon de l'agriculture, puisque sur un sujet aussi sensible, aussi stratégique, aussi important que l'avenir de l'agriculture pour les prochaines décennies, ce qui motive ce gouvernement, c'est on a des choses à vous proposer pour le prochain Salon de l'agriculture. C'est juste déprimant de voir qu'un sujet aussi sensible ne soit abordé que par des questions d'agenda. Alors, quand on se pose la question du développement de l'agriculture biologique et donc d'une loi d'orientation agriculture biologique, il faut casser le postulat de départ qui a amené à des amendements qui sont sortis du Sénat, qui consiste à dire que la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire passe par l'utilisation de pesticides de synthèse, passe par l'utilisation d'engrais de synthèse, passe par des semences certifiées, passe par l'utilisation massive de l'irrigation. En vérité, il faut identifier avec objectivité ce qui menace la souveraineté alimentaire. Et ce qui menace la souveraineté alimentaire, ce n'est pas la disparition de telle ou telle molécule, ce n'est pas la disparition de tel ou tel engrais de synthèse. Ce qui menace la souveraineté alimentaire, il faut avoir l'objectivité de le dire, c'est le dérèglement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité. Et donc quand on aura compris ça, on a déjà un postulat de départ qui n'est pas bon pour la LOA et qu'on doit revisiter pour construire l'avenir de l'agriculture. Et se poser la question, quand on a fait ce constat-là, de quelles pratiques agricoles plaident pour préserver cette souveraineté alimentaire et donc
s'attaquer frontalement au dérèglement climatique et préserver la biodiversité dont on a besoin pour atteindre cette souveraineté alimentaire. Et il n'y a pas photo, c'est l'agriculture biologique. Tout simplement parce que sur le sujet du climat, l'agriculture biologique permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Tout simplement, contrairement à des poncifs qui consistent à dire que l'agriculture biologique émet beaucoup de gaz à effet de serre parce que, paraît-il, on ferait plus d'heures de tracteur quand on fait de l'agriculture biologique, en occultant complètement que ce qui émet des gaz à effet de serre en agriculture, c'est bien sûr l'élevage, on ne va pas y revenir, mais aussi la dépendance aux engrais de synthèse. Pour produire 1 kg d'azote de synthèse, il faut 1 litre de pétrole ou 1,5 litre de pétrole ou de gaz. Ça veut dire qu'avant même d'avoir tourné la clé du tracteur, un agriculteur qui met 200 à 270 unités d'azote sur du blé, sur du colza, sur du maïs, il a créé une dépendance au pétrole avant d'avoir tourné la clé du tracteur à 300 ou 400 litres de pétrole par hectare et par an. C'est bien la preuve que c'est bien ça le sujet qu'on doit attaquer. Eh bien, il s'avère que l'agriculture biologique n'utilise pas cet engrais de synthèse et que même s'il y a des heures de tracteur supplémentaires, on est très loin de ces 300 à 400 litres de pétrole supplémentaires pour produire 1 hectare. Ensuite, sur la biodiversité, on veut relancer les néonicotinoïdes, on veut relancer le glyphosate, on veut, paraît-il, préserver la fertilité des sols. Mais comment est-ce possible de préserver la fertilité des sols si on n'a pas un partenaire indispensable qui est la biodiversité? Comment est-ce qu'on peut lutter contre du puceron vecteur de jaunisse nanisante ou contre la punaise diabolique sur les noisettes si on n'a pas créé les conditions d'une biodiversité qui héberge les prédateurs? Et plus on utilisera de pesticides, plus on utilisera de néonicotinoïdes et plus on en aura besoin parce qu'on est dans des logiques de destruction, de cercles vicieux qui font qu'on efface les solutions qui pourraient venir nous affranchir de ces pesticides-là. Et donc, tant qu'on n'aura pas compris ça, on fera fausse route. Et donc, réinstaller dans un postulat le principe qu'on a besoin de ces pesticides pour tenir la souveraineté alimentaire, pour tenir la compétitivité, moi aussi j'utilise ce vocabulaire, la compétitivité de l'agriculture, on fait fausse route. Et on le voit bien, les agriculteurs qui sont dépendants des pesticides ne s'en sortent plus, y compris économiquement parlant. Et je viens d'une région où on a une très belle expérimentation, qui est la zone, la plaine atelier de Chizay. Depuis plusieurs années, j'allais dire plusieurs décennies, c'est presque ça. J'ai maintenant des cheveux blancs, puisque quand j'étais élu, j'ai participé à l'émergence de cette zone atelier. On a, sur plusieurs milliers d'hectares, avec plusieurs centaines d'agriculteurs, expérimenté la réduction immédiate de 50% des pesticides. C'est quoi la conclusion ? La conclusion, c'est qu'on voit revenir de la biodiversité. La conclusion, c'est que les productions par hectare n'ont pas faibli, voire, parce que la biodiversité revient, augmente. Et qu'au bout du bout, l'agriculteur gagne 200 € par hectare et par an supplémentaires. 200 €. Sur une ferme céréalière classique, comme on en trouve en France, 100 hectares, 200 €. C'est 20 000 € supplémentaires dans le revenu des agriculteurs. Donc non, l'utilisation des pesticides n'est pas une réponse à la rentabilité des structures. Et oui, s'en éloigner permet aussi de sortir les agriculteurs de la difficulté dans laquelle ils sont engagés. Je voulais parler aussi de la santé. Parce que je suis élu sur une circonscription où les gamins ont 6 à 7 fois plus souvent des cancers que partout ailleurs en France. Et malheureusement, les faisceaux de présomption pointent les pesticides et en l'occurrence une partie des pesticides utilisés en agriculture. Et Christian l'a dit tout à l'heure, on pourra donner des chiffres et aligner des euros avec le signe euro au bout. Mais à quel moment vous savez évaluer le prix d'une vie humaine? À quel moment vous savez évaluer le prix de la souffrance d'un gamin qui débute sa vie dans un bras de fer contre le cancer? De la souffrance de familles qui doivent accompagner leurs gamins en chimiothérapie. C'est juste insupportable. Donc, sortons de ces logiques comptables et intégrons aussi la dimension humaine. Et puis, je vais arriver sur d'autres sujets qui participent à tout ça, c'est qu'on a besoin de préserver des ressources vitales dont on a besoin absolument tout le temps. L'air qu'on respire à chaque instant, l'eau qu'on boit tous les jours. Et quelles sont les menaces sur ces ressources vitales aujourd'hui ? C'est précisément l'utilisation des pesticides en agriculture, c'est précisément les nitrates qu'on retrouve dans l'eau. Et donc ça nous conduit à essayer, et je suis élu,
de conduire des logiques d'anticipation, des logiques de prévention, de manière à ce que, sur ces sujets-là, on utilise l'argent public pour accompagner les pratiques vertueuses qui nous permettent de préserver ces ressources vitales dont on a besoin, au-delà du climat, de la santé et de la biodiversité, on a besoin de préserver ces ressources vitales. Et donc, explorer ce qui constitue le revenu des agriculteurs aujourd'hui. C'est bien sûr le prix de vente de leur production, et on doit tout faire pour qu'ils le vendent au prix le plus acceptable, le plus équitable possible. Mais on ne peut plus raisonner le développement de l'agriculture biologique par ce seul prisme de l'économie de marché. Si on développe l'agriculture biologique juste en pensant qu'il faut développer la production en fonction de la demande, en occultant tout ce qu'apporte l'agriculture biologique en aménité positive, on fait fausse route, et surtout on est pris au piège de ceux qui ne veulent pas développer l'agriculture biologique parce qu'ils veulent nous piéger dans cette économie de marché. Et donc nous devons intégrer tout ce que l'agriculture biologique apporte de services pour l'intérêt commun, et donc conduire les politiques publiques, redéployer les politiques publiques pour rémunérer ces agriculteurs-là. Et là, encore une fois, je pèse mes mots, j'utilise le verbe rémunérer. On les rémunère parce qu'ils prennent soin de l'eau, parce qu'ils prennent soin de l'air, parce qu'ils prennent soin de la santé, du climat, de la biodiversité. On les rémunère. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait l'exact inverse. 80% de la PAC soutient une agriculture dépendante des pesticides. Et on met 20% pour essayer de poser un grain de sable qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On met de l'argent public, et Christian l'a dit, il faudra aussi intégrer qu'il y a des gens qui vivent de la réparation de l'eau, de la réparation de la biodiversité, c'est leur business. On a tout financiarisé dans cette économie libérale, mais on doit quand même imaginer que l'argent public, constitué par tous les contribuables, serve plutôt à préserver, à anticiper et donc à prévenir. Et donc on redéploie ces politiques publiques qui sont aujourd'hui consacrées à des solutions curatives vers des vraies solutions d'anticipation. On a donné des chiffres tout à l'heure, Christian en a donné. Effectivement, rien que sur l'eau, le poids des pollutions agricoles pèse sur le budget national entre 54 et 91 milliards d'euros, quand la PAC met environ 10 milliards d'euros sur la table. Ça veut dire que ça coûte entre 5 et 9 fois plus cher de réparer les dégâts d'une agriculture qui, en amont du geste de production, a déjà touché 10 milliards d'euros. Est-ce que vous pouvez faire l'exercice d'imaginer que demain, à côté de ces 10 milliards d'euros qu'on redéploierait, qu'on réorienterait, parce qu'on doit réorienter la politique agricole commune, on mettait ces 50 à 90 milliards d'euros pour compléter, pour financer, pour rémunérer des agriculteurs qui prennent soin de l'intérêt commun? Est-ce que vous mesurez le levier dont on dispose pour changer radicalement ce qui est en train de se passer? Et donc, ce que j'appelle à faire, c'est du redéploiement des aides publiques. Et pour faire ça, il faut replacer ce sujet de l'agriculture et donc de l'alimentation, mais aussi de la préservation de ces enjeux pour lesquels on a véritablement rendez-vous avec l'histoire, dans un véritable débat de société. Ça suffit d'imaginer les politiques agricoles par le prisme d'une sphère agricolo-agricole où ils sont tous en consanguinité, où la FNSEA a pris le pouvoir, a trusté tous les postes, à la SAFER, aux chambres d'agriculture, au Crédit Agricole, à la MSA. J'arrête la liste, il y en a d'autres. Hein. Aux agences de l'eau, enfin, on n'en peut plus. Donc replaçons ce débat dans un débat de société et on peut espérer que les politiques publiques évoluent. Et donc... on est dans la salle Clémenceau, j'aime bien faire celle-là. Clémenceau disait, la guerre est un sujet bien trop important pour le confier aux militaires. Eh bien, je dis que notre alimentation, notre nourriture, je préfère la notion de nourrir que d'alimenter. Notre nourriture est un sujet bien trop important pour le confier aux seuls agriculteurs. Et donc, replaçons tout ça dans un vrai débat de société. Et puis, je vais conclure, parce que ça a été évoqué. On a parlé du principe pollueur-payeur tout à l'heure. Moi, je suis comme Daniel. Je ne suis pas un de ces élus qui aiment bien manier le bâton et être dans l'écologie punitive. Peut-être il faudra malgré tout qu'on y arrive, peut-être dans des judiciarisations de gens qui, même si certains veulent supprimer l'Office français pour la biodiversité, il faudra peut-être judiciariser les gens qui enfreignent la loi et donc avancer sur le principe pollueur-payeur. Mais moi, je suis obligé de dire que, et ça a été une des questions qui est venue de la salle,
Aujourd'hui, on sait qu'on peut produire autrement. Aujourd'hui, on sait que la souveraineté alimentaire tiendra dans la durée parce qu'on aura préservé le climat et la biodiversité. On sait que des développements considérables sont possibles ici aussi dans les pays du Sud pour que, par l'agronomie, on arrive à produire beaucoup en agriculture biologique. Et donc, quand on sait tout ça, quand on a autant de données, et je me rappelle quand j'étais député européen, il y avait une initiative européenne qui s'appelait, initiative citoyenne européenne, qui est une pétition officielle, qui s'appelait « Sauvons les abeilles, sauvons les paysans », donc il faisait le lien entre la nécessité de préserver la biodiversité pour préserver les paysans. Et l'intérêt de cette ICE, c'est qu'elle est robuste parce qu'elle est soutenue par des études scientifiques qui viennent des universités du monde entier et qui font la démonstration que la seule agriculture qui tiendra la souveraineté alimentaire, c'est l'agriculture biologique. Et donc, quand on a autant d'éléments qui plaident pour cette agriculture-là, on doit convoquer non plus le principe pollueur-payeur cette fois, mais un autre principe fondamental, qui est le principe de précaution. C'est-à-dire qu'il faut que nous, les élus, nous prenions notre courage et notre audace à deux mains et disions « Stop, on arrête le massacre. On arrête d'hypothéquer l'avenir des générations futures et on convoque le principe de précaution pour sortir de cet engrenage infernal. » Et donc, le thème de ma carte blanche était la bio pour la vie. Eh bien, la bio pour la vie, c'est un titre qu'on a donné à un appel qui s'appelle l'appel de Lorient pour le développement de l'agriculture biologique. C'est un appel que vous pouvez tous signer si ça vous intéresse. Et la subtilité, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet exposé, du bio pour la vie, qui est le titre que j'ai proposé et qui a été retenu, c'est que c'est la bio pour la vie qui nous entoure tous les jours, cette biodiversité, ce climat, ces eaux propres, cet air limpide qu'on peut respirer. C'est ça le bio pour la vie. Mais c'est aussi le bio pour la vie, c'est-à-dire notre vie, de notre naissance à notre décès, consommant du bio pour sauver nos propres vies. Et donc ça convoque à la fois une idée de la bio pour nous, à titre personnel, et de la bio dans l'intérêt commun. Je vous remercie de votre attention.